Nous évoquions le Ghana avec les premiers tests d'un vaccin contre le paludisme, des tests qui ont été lancés dans la zone de Cape Coast. Il faut signaler qu'au Ghana, 5,5 millions de cas de paludisme ont été confirmés en 2018 et selon l'OMS, le paludisme a tué 435 000 personnes en 2017 dans le monde. Alors Francisco, vous aviez la parole sur le cas même de la prise en charge du paludisme, comme on a vu le branle-bas de combat en ce qui concernait le sida. Oui, ça nous a toujours manqué, comment l'appelle-t-on, la prévention ici, et déjà même nous-mêmes, nos comportements, de façon dans la nature. On dit qu'il faut éviter de stocker de l'eau aux alentours des maisons, et les herbes, tout ça là. Mais est-ce qu'on arrive à les respecter? Voilà un. Et puis après, il y a des méthodes traditionnelles qui sont les moustiquaires, même si la moustiquaire n'est pas imprégnée, quand même dormir sous moustiquaire. Même beaucoup ne dorment pas sous moustiquaire. Et puis bon, il y a les produits qu'il faut prendre pour les cures. Il faut faire quand même des cures régulières, bien sûr, et en respectant les produits. Parce qu'avec le temps, les méthodes de prévention que nous avons, d'abord la variation qu'on fait dans la prise des produits. Aujourd'hui, vous avez pris par exemple, j'oublie même les noms des produits. Donc, vous quittez ce produit, vous allez à l'autre. Or, on doit rester dans la constance. Et quand ce produit-là, que par exemple Arimax, voilà, quand ça ne marche pas, après on peut vous conseiller Quartem et Quartem, est-ce que ça existe toujours? Je n'en trouve plus. Oui, il y a un produit très efficace. Donc il y a ça. Et maintenant, il s'est fait que également les moustiques, les anophèles femelles qui transmettent, et ont aussi adopté des résistances. Je peux dire qu'ils ont même eu des résistances par rapport aux insecticides qu'on met dans nos chambres, parce que apparemment vous mettez les insecticides, c'est comme ils s'en vont se cacher quelque part, et après bon ils se déploient sur vous. Donc voilà ces mutations qui ont fait que les penseurs, les chercheurs sont arrivés à l'étape de vaccin, que nous félicitons nos frères ghanéens qui viennent de s'inscrire dans la vaccination. Germain, je me rappelle sur un cas de sujet lié au paludisme qu'on évoquait ici, c'est le docteur Iou qui nous disait à l'époque que cette maladie avait été éradiquée en France depuis le XVIIe siècle, à l'époque même quand la France était encore un royaume. Et aujourd'hui, est-ce que c'est les pays africains où surtout sévit la maladie dans les régions subsahariennes qui n'ont pas pris conscience qu'il faut attaquer, ce que c'est une guerre en fait et qu'il faut la mener? Oui, bon, est-ce qu'il n'y a pas le paludisme en France? Il y en a, quand les gens voyagent dans nos pays. Ça, c'est surtout quand les gens voyagent. Ils repartent avec ça. Bon, moi, il n'y a pas un an, je suis un documentaire sur des malades en France qui souffraient de paludisme, qu'ils ont ramené de leur Vous me dites ils ont ramené? Oui, tout à fait. Non, peut-être que vous pouvez dire il y a pire. Il y a le chikungunya qui est pratiquement... Mais sinon, les cas de maladies de palu que les gens ramènent en Europe sont aussi très dangereux. Même il y en a. L'année dernière, on a perdu une dame comme ça qui a quitté le pays, qui allait en France. Donc la semaine, elle a fait une crise de palu. On n'a pas vu dessus qu'elle venait de l'Afrique, pour savoir. Donc les produits même que nous avons ici en termes de paludisme, eux, ils n'en ont pas pratiquement. Il faut chercher. J'ai eu même des amis qui une fois sont partis aux États-Unis, ils ont quitté le Togo. C'est pratiquement un mois après que ça s'est déclenché. Mais quand on les traitait, en fait, c'était pas le palu qu'on traitait. Ils traitaient, sinon on allait même vous mettre dans une salle que vous avez une contamination et autres. C'est après, quand ils ont commencé par remonter l'historique, c'était ils viennent de l'Afrique, du Togo, et ils ont commencé les traitements adéquats. Sinon, c'est nous-mêmes qui nous exposons quand on ne prend pas les dispositions, sachant que nous voyageons et autres. Voilà. Oui, donc je disais que c'est une maladie qui a fatigué l'Afrique, les pays tropicaux, donc en général. Et dans les années 90, il y avait un professeur brésilien qui avait déjà trouvé le vaccin.
on n'en a plus parlé, on avait annoncé sur les médias. Et puis, je crois que c'est une maladie qui a beaucoup enrichi les firmes pharmaceutiques. Oui, oui. Il y a aussi cet aspect-là. Hein, oui, il y a au moins une cinquantaine de variétés de produits qui soignent le palu dans nos pharmacies. Là, on vous dira même le tiers ou le quart des produits dans nos pharmacies pratiquement sont destinés au paludisme et à certaines de ses conséquences. Et ce qui a fait que très longtemps, ce vaccin-là n'est pas vite arrivé. Aujourd'hui, que l'OMS prend la mesure de la situation avec tous les dégâts que ça cause, et comme je le disais aujourd'hui aussi, que certains Occidentaux peuvent l'attraper. Ils viennent ici, ils partent, tout comme le VIH qui se répand, qui devient une préoccupation mondiale. Et donc, s'ils ont décidé d'expérimenter ce vaccin-là, d'abord au Malawi, puis au Ghana, on espère aussi que très rapidement ils vont venir au Togo expérimenter ce vaccin-là et puis qu'ils vont le vulgariser. Moi, c'est ma préoccupation, comme ils l'ont fait pour de grandes maladies comme la tuberculose et tout ça. Quand même ne pas rendre ce vaccin gratuit comme ils rendent gratuit certains médicaments. Donc je pense que on ne peut que saluer cette initiative de l'OMS et encourager à ce qu'ils fassent mieux et vite pour couvrir un peu tous nos pays. Alors, oui. Non, je crois que la mesure, elle est très importante. Mais je me dis, pendant longtemps, notre politique sanitaire n'a pas vraiment, ne s'est pas vraiment accentuée sur ce cas. Parce que je me rappelle ici, il y avait au Togo les services d'hygiène qui de temps en temps allaient dans les maisons et donc il y avait des produits, des insecticides, des fumigations. Ils vérifiaient donc comment est-ce que vous avez vos ordures, tout ça là. Mais ça n'existe plus. Alors, ce service d'hygiène, je ne sais même pas si ça fonctionne. Mais on l'a fermé. Donc, ça dit des trucs comme ça que nous avons laissés. C'est ça qui fait aujourd'hui que le paludisme est à ce niveau. Donc, il faudrait vraiment que les mesures soient prises pour que, peut-être, on parle aujourd'hui de vaccin. Ok, si le vaccin peut arriver pour être inoculé, que désormais, vous pouvez être piqué 10 000 fois par un moustique, que vous n'aurez pas la maladie, là, on ne peut que souhaiter cela. Non, mais ce qu'ils disent, c'est que ça permet de réduire les risques de paludisme de près de 40%. Mais 40%, et les 60% qui restent, on en fait quoi? Donc, il faudrait que nos services sanitaires intensifient c'est-à-dire la prévention, intensifier beaucoup plus la prévention. Comme ce que je suis en train de dire, il faut que les services d'hygiène puissent vraiment se déployer dans les milieux à haut risque, parce que vraiment il y a des milieux à haut risque où les gens ne savent pas comment est-ce qu'on entretient les ordures. On met les ordures dans sa maison un peu à côté, les moustiques ils vont, ils reviennent donc dans les chambres, tout ça là. Il faudrait vraiment qu'on intensifie cela et qu'on oriente des dépenses vers ce créneau-là, pour qu'on puisse vraiment, disons, arrêter l'hémorragie donc de cette maladie avant que nous ne puissions un jour bénéficier de ce que le Ghana est en train de bénéficier aujourd'hui. Donc je crois que la lutte doit être beaucoup plus vers la prévention que d'attendre que le vaccin arrive d'abord. Alors Francisco, est-ce qu'il n'y a pas aussi le paludisme ne bénéficie pas aussi de l'ignorance, parce que vous avez beaucoup de zones où les gens ne savent pas que c'est un moustique qui transmet la maladie. Quand ils souffrent de palu, les gens vous disent, bon, j'ai pris un coup de soleil, Effectivement. Les gens se disent, c'est le soleil. Or, ce sont les moustiques qui transmettent. Et c'est quand vous voyez même les programmes de distribution de moustiquaires, est-ce que c'est... Parfois, on promet, ça ne vient pas. Et vous voyez les bassins de rétention qui sont créés partout. Ici, par exemple, à Lomé, il appartient à l'État. Basile l'a dit, il faut entretenir, il faut arroser, pulvériser ces bassins. Vous allez même au CHU, dans nos centres hospitaliers, et je vous assure, les patients qui vont, ils reviennent même avec le palu. Parce que rien n'est chose. Il y avait avant des dispositifs pour pulvériser les salles, les coins, pour éradiquer les insectes. Aujourd'hui, tout cela pratiquement n'existe plus.
Maintenant, je crois que c'est l'éducation. Des enfants, ça s'apprend à l'école, on l'enseigne. Si vous causez avec votre fille, vous lui dira que comment se prévenir contre le palu. On leur dit toujours que il faut dormir sous moustiquaire imprégné. Voilà. Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce que nous, en tant que parents, on met la rigueur en ce sens? Parce que c'est à nous de donner la rigueur. Mais quand vous venez, l'enfant n'est pas sous moustiquaire. Moi, j'ai entendu des gens dire je n'arrive pas à dormir sous moustiquaire parce que quand je me mets dessous, je me sens comme en prison. Non, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Il y a un autre problème avec les moustiquaires. Vous savez, avant, dans le temps, on fabriquait des lits avec des supports. Donc, sur lesquels on attachait les moustiquaires. Aujourd'hui, on a tout modernisé. Et donc, les gens ne veulent pas, soi-disant, démoder un peu leur lit en fixant ce genre de support. Et parfois, il faut les fixer sur les toits. Parfois, les gens ont fait du staff ou des plafonds. Et donc, des gens prennent des moustiquaires qui n'utilisent pas véritablement. Il suffit de mettre quelques clous dans le mur. Oui. Mais la réalité, c'est que même certains qui bénéficient de ces moustiquaires-là ne les utilisent pas. C'est un gâchis. Et après, quand on utilise, généralement, c'est des moustiquaires imprégnés. Après un temps, on peut laver, aller réimprégner ça. Ce n'est pas suivi et donc on est exposé. On parlait des bassins de rétention d'eau, c'est vrai, mais le plus grave, c'est un peu toutes ces eaux-là que nous accumulons un peu partout dans les maisons, et à côté des maisons, dans les rigoles, les caniveaux et tout ça, et qui font que c'est de vrais nids de moustiques. Et nous vivons en permanence, surtout dans certains quartiers de Lomé. Et là, vous vivez en permanence avec les moustiques. Et je pense que il faut que le civisme aussi s'invite. Et on commet des actes en ne se rendant pas compte que ça se retourne contre nous. Il n'y a pas que les moustiques, il y a des mouches aussi, parfois, qui traînent encore des microbes qui les font revenir à la maison. Et il va falloir vraiment... c'est vrai qu'on a un ministère de la Santé qui s'occupe aujourd'hui de l'hygiène publique. Je crois qu'on a ajouté ce département à ce ministère-là. On espère que très rapidement, il y aura une politique nationale dans ce sens-là. C'est vrai, tout à l'heure, Nampokoura a dit quelque chose de très important, mais que les gens passent au silence. C'est-à-dire que vous allez dans les hôpitaux, allez rester chez un de vos malades là-bas, jusqu'au petit matin. Si vous n'allumez pas les trucs de spirale là, vous allez être abondamment piqué par les moustiques. Alors, centre hospitalier, on peut laisser les malades comme ça. C'est ça. Donc, je ne sais pas comment on fait très peu cas de cette situation de palu et que les gens le voient comme, pour vous c'est normal. Dans un centre hospitalier, vous êtes envahi de moustiques. Alors que nous sommes en train de lutter contre les moustiques. Il n'y a que dans ces lieux-là, au moins, qu'on va apprendre comment est-ce que... Oui, normalement. Mais malheureusement, vous allez chez un de vos malades, vous revenez, c'est le palu qui vous prend. Alors, je crois qu'il faut intensifier la sensibilisation à ce niveau-là aussi. Nous allons passer maintenant au second sujet. Le second sujet, c'est le Bénin. Au cours d'un point de presse organisé ce lundi, 29 avril, au siège de la résistance, dit-on, les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo, le docteur Thomas Boni-Yayi, la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale Rosine Vieira Soglo, Candide Azanaï et quelques acteurs politiques de l'opposition ont appelé à l'annulation des législatives du dimanche 28 avril dans une déclaration conjointe lue par l'ancien président Nicéphore Soglo. Celui-ci s'est dit fier du peuple béninois qui s'est massivement abstenu et a infligé, selon lui, un démenti cinglant à Patrice Talon. Ça ressemble quand même à une rhétorique qu'on connaît très bien ici. Il lui demande donc de stopper le processus avant ce mardi. Au plus tard, Francisco Nampokoura, voilà la réaction de ces anciens présidents de l'opposition béninoise. On a vu, et moi je lisais les chiffres communiqués par la Sénat aujourd'hui, après dépouillement de plus de 80%, on dépasse difficilement les 23% de participation. C'est aujourd'hui, c'est le chien à bois, la caravane passe. Les gens ont préféré foncer. Et ce processus béninois, tout ce que moi je n'ai pas compris là-dessus, c'est comment est-ce que les députés béninois ont pu voter ce test-là
à l'Assemblée, on les appréciait comme députés qui tenaient tête à Talon, mais subitement, ils ont voté un texte qui se retourne contre eux-mêmes et contre toute la classe politique. Donc, les chiffres sont là, 28%, je crois, environ, de taux de participation. 23. Et 23, voilà. Est-ce que c'est avec ce pourcentage que les gens vont gérer un pays et aller de l'avant? Vraiment, ça fait froid au dos. Ce que la dernière fois, nous avons déployé tout ce que le Bénin a fait comme avancée, qu'on les admirait beaucoup, parce que là, ce qui vient de se passer avec Talon, on ne sait pas quel sera le lendemain, parce que Soglo a parlé, qui a même dit qu'il ne pourra pas finir son mandat. C'est interprété autrement. Et de l'autre côté, il y a Iboni, qu'on nous a dit qu'il y a un complot d'arrestation contre Boni Yahi. En tout cas, son domicile a été encerclé. Qui a été aussi démenti. Mais en fait, disons le complot d'arrestation que je dis. Peut-être que l'armée va dire qu'on est en train de le protéger. Et donc, le visage que la démocratie béninoise est en train de prendre après ce que nous avons vu au Togo comme élection législative et au Sénégal avec l'élection présidentielle qui a mis out beaucoup de prétendants, ce qui vient de se passer au Bénin et doit nous inquiéter, nous tous, parce que on ne va plus être là pour réinventer les normes démocratiques ou bien pour réclamer à chaque fois des choses. Or, le Bénin, aujourd'hui, si on arrivait, c'est-à-dire nos pays, si on arrivait à résoudre nos problèmes de conflits électoraux et autres, on peut, tout comme le Ghana, se lancer sur la voie du développement. Alors, Germain Pouli, quand ces voix qui ne sont pas des moindres demandent l'annulation du scrutin, est-ce que ça risque d'être entendu? Je crois que ces voix ne suffiront pas, parce qu'on a vu tout ce qu'il y a eu avant la tenue effective de cette élection le 28 avril. Maintenant, ces mêmes voix appellent au dialogue, alors que l'occasion avait été donnée par le président Talon quand il a renvoyé le texte à l'Assemblée, pour qu'au niveau de l'Assemblée, ils s'attendent ne serait-ce que voter une loi qui puisse mettre celle-là sous éteignoir, et ils n'ont pas voulu le faire. Certains ont cru, un peu comme au Togo aussi, que sans leur participation, peut-être il n'y aurait pas d'élection. Mais malheureusement, on déplore certaines violences au Bénin. Bon, heureusement, on dit qu'il y a 2 morts, le ministère de la Sécurité dit qu'il n'y en a pas. Bon, a priori, il n'y en a pas, puisque la mission de l'Union africaine n'a pas aussi attesté qu'il y a eu véritablement 2 morts, mais les dégâts sont importants. Et sauf que le radicalisme, donc, et le choix de certains acteurs de ne pas privilégier le dialogue, a amené le Bénin là où il est. Aujourd'hui, les gens estiment qu'avec Patrice Talon, faire du dialogue, c'est aller parler, je ne sais pas moi, à un miroir. Non, je pense que ce qui s'est passé au Bénin ressemble un peu à la loi sur les parrainages au Sénégal. Bon, mais l'idée au Bénin, c'était vraiment de réduire un peu le nombre de partis politiques, parce qu'il y en avait un peu trop, 250 donc, dans ce petit pays. C'est aussi un débat que beaucoup ne comprennent pas, parce que quand vous voulez faire du multipartisme, faites-le. Ne revenez pas après maintenant pour nous dire qu'on en a trop. Oui, mais non. Quand quelqu'un au pouvoir, il peut faire voter des lois, mais même cette loi est votée avant l'arrivée de Talon. Il faut le rappeler, c'est pas Talon qui a fait voter cette loi, il n'a fait que l'appliquer. Et donc, je pense qu'il a eu quand même l'occasion de discuter avec les acteurs politiques. Il y a plus de 130 partis politiques quand même qui se sont fusionnés dans les 2 blocs dont on parle. On ne le dit pas assez, mais il y a eu plus d'une centaine de partis politiques qui se sont fusionnés. Les autres sont restés à marge. Et, comme l'a dit un peu
et les Américains sur ce qui s'est passé le 28 avril au Bénin, ça ne ressemble pas au Bénin que les États-Unis connaissaient. Donc c'est un peu dommage que cela se passe comme ça. Nous avons une situation, un président veut coûte que coûte appliquer la loi, et une situation où certains pensent qu'on peut contourner la loi, où on peut avoir mené un bras de fer avec l'autorité légale, et c'est un peu ça ce qui a conduit à cette situation. Maintenant, est-ce qu'on peut faire annuler cette élection? On attendra de voir la décision de la Cour constitutionnelle, parce que on sait aussi qui préside cette Cour-là. Voilà, et probablement, elle est même en train de travailler dessus. Et après, elle a déjà les résultats provisoires et elle travaille là-dessus. Maintenant, je pense que le vin est presque tiré, à moins que le bon sens revienne. Donc, au niveau de tous les acteurs, et qu'ils trouvent un compromis, mais ça va être du gâchis parce que beaucoup de dégâts, des dépenses inutiles pour reprendre après une élection, on aurait pu faire économie de tout ça. Basile Agbo, en tout cas pour Patrice Talon, est-ce que vous pensez qu'il prend conscience de l'ampleur de la situation aujourd'hui? Non, on a comme l'impression que Patrice Talon est là pour foncer dans le mur, et quel que soit ce qui arrive, il fonce. C'est ça qui est un peu dommage. C'est-à-dire que comment le Bénin en est-il arrivé là? Vous savez, les acteurs politiques, sans discrimination, doivent se dire, lorsque vous pensez que l'autre va faire ce que vous voulez sans vous, il le fera contre vous et sans vous. C'est-à-dire, on ne quitte pas le terrain politique en se disant que l'autre va faire ce que je souhaite qu'il fasse. Oui. Il faut intensifier ce qu'on appelle le dialogue. Il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas rupture entre la classe politique, entre les politiciens, entre eux. C'est vrai qu'à l'arrivée de Talon a procédé à l'arrestation ou bien à gêner tous ceux qui l'accompagnaient donc pour y aller. Et il a persisté dans cette démarche-là. J'avons tout ça là, on sait où on est aujourd'hui. Mais les autres acteurs politiques devaient se dire non, calmons le jeu. Allons voir ce que nous pouvons faire ensemble pour que le Bénin ne perde pas la face. Malheureusement, chacun est resté sur sa position. Au lieu que les anciens chefs de parti, les anciens présidents, usant donc des prérogatives, usant de la personnalité qu'ils ont, arrivent à approcher le nouveau président, je crois qu'ils sont restés un peu à l'écart. Et ils vont dans des marchés, ils animent les meetings, c'est les militaires qui viennent, c'est la police qui vient pour gazer. Et tout ça là, ça a créé un climat délétère dans le pays, à telle enseigne que le président Talon s'est trouvé esselé pour faire ce qu'il veut. Et donc, les acteurs politiques doivent comprendre qu'il ne faut jamais laisser un président qui est en train de foncer sur une situation continuer. Il faut rapidement peut-être l'appeler à la raison, aller le rencontrer, les deux présidents qui sont dans les marchés, qui animent les trucs là. Ça ne va pas se faire, on va empêcher. On a entendu les mêmes sons de cloche quelque part, et on n'a pas empêché, et nous en sommes là aujourd'hui. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse un bras de fer lointain avec un président. Vous savez que nous sommes tous des hommes, on peut faire des erreurs, mais interpeller le président, aller le rencontrer, discuter avec lui. Nous sommes les anciens présidents, nous avons le Bénin dans notre cœur, nous voulons ensemble voir comment on peut faire. Mais on ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui... Entre Nicéphore Soglo et Patrice Talon, il y a eu deux rencontres. À la première, quand ils se sont rencontrés, Nicéphore Soglo est sorti très confiant. Mais après la seconde rencontre, il a dit non, mais cet homme, il est dans une bulle là. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première rencontre et la seconde? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on a encerclé la maison de Boni. Et après, la gendarmerie dit, ou bien je crois l'armée dit, non, nous n'avons jamais reçu l'ordre d'arrêter Boni. Et nous étions allés pour renvoyer les jeunes qui encerclaient la maison. Alors la question se pose de savoir qui a commencé, qui a encerclé et qui est allé renvoyer qui. Donc il y a toute une confusion aujourd'hui au Bénin, mais c'est dommage que le Bénin en soit arrivé là. Le Bénin représentait un exemple pour l'Afrique à un moment donné. Alors, en tout cas, quel que soit ce qu'on peut dire, Francisco Napokura, c'est qu'aujourd'hui, le Bénin devient assez atypique parce que, comme le dit l'ambassade des États-Unis ou enfin l'administration américaine, ce n'est pas le Bénin qu'on connaît, qu'on voit là. Oui, mais Basile, il y a une petite nuance par rapport aux appels au dialogue que font nos présidents, c'est-à-dire que nos présidents, entre guillemets, démocratiques. Ce n'est pas sincère. Ce n'est pas sincère parce que
il vous appelle au dialogue, vous y allez. Derrière quand vous tournez le dos, c'est peut-être un coup de poignard comme Franck. C'est pire que la dictature. C'est la soft dictature qui est en train de se faire présentement. Ils font semblant d'être des agneaux, mais c'est le loup vêtu de peau d'agneau, en quelque sorte. Et le Bénin, le cas du Bénin, j'ai lu le communiqué de l'ambassade des États-Unis et qui déplore qu'on ne peut plus. Parce que quand on prononce le mot performance, ça me touche beaucoup. Parce que le mot performance, c'est que nous avons quitté une étape. Nous avons des indicateurs pour pouvoir évaluer le développement, l'évolution. Aujourd'hui, ils ont chuté très bas parce que tout ce que Talon souhaiterait faire comme programme politique de développement infrastructurel et tout, c'est à l'eau. C'est à l'eau parce que présentement, ils vont passer le temps à faire des dialogues, d'abord élections, protestations, négociations. Donc, on laisse de côté le développement d'un pays. Donc, on va consacrer l'argent du pays à faire autre chose que ce qui doit aller dans l'intérieur. Et au finish, quand on arrivera encore à une autre échéance électorale, on dépensera plus et on fera plus de fraude qu'avant. Parce qu'on se rend compte que finalement, en fait, on a perdu du temps et on dit on va accomplir les œuvres qu'on ne peut jamais accomplir. Ça, c'est des vœux pieux. Donc, il est temps que nos dirigeants et les gens qui les accompagnent, c'est très important. N'allez pas chez les chefs d'État, allez les caresser dans le sens des poils et puis choses. Non, dites-leur le minimum de vérité. Il y a des gens qui en arrivent. Si ils sont 2, 3 à le dire, faisons-ci. Parce que quand vous voyez ce qu'on met dans les élections, nous avons fait les élections législatives ici. Personne n'a jamais crié qu'il n'y a pas de l'argent. On l'a fait. Mais pour construire un hôpital, on te dira qu'il n'y a pas de l'argent. Et on s'apprête à faire une autre élection. Et des élections, on élit les gens, on donne des possessions. C'est l'argent du budget, c'est l'argent du contribuable qui est dépensé dans l'événementiel. Et c'est ça qui n'est pas normal. Le Ghana a dépassé ce stade. Le Ghana organise aussi les élections. C'est pas oui, mais a dépassé ce stade. Mais il y a des élections même contestées au Ghana. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le Bénin était en train de faire un grand pas et qui a chuté. Et même va chuter plus que le Togo. Ça, c'est sincère. Le Ghana, aujourd'hui, bien sûr, on peut faire une élection, protester, mais une semaine après, la protestation est terminée. On s'occupe du développement. On va marquer la pause et on revient après le journal.